Également, le cabinet Vélite Influence vient de publier son nouvel index de la souveraineté économique et des contributions des entreprises du CAC 40 en la matière. Une idée se dégage, la perte d'influence de l'industrie. Ça devient préoccupant. Le directeur de Vélite, Pierre-Marie Berny, est avec nous. Il va nous dire pourquoi. Il y a pourtant des atouts, comme le rappelait la semaine dernière l'industriel et entrepreneur Philippe Rivière, ici même. Alors premièrement, je reviens sur quand même les 7 grands champions. On a quand même la chance de les avoir, même si on peut être en difficulté sur certaines supply chains avec eux, enfin chaînes de valeur, parce qu'ils vont à l'étranger ou quoi que ce soit, mais il y a quand même ces 7 champions. Deuxièmement, on a quand même un vrai savoir-faire et de formation. On a encore des écoles d'ingénieurs qui sont remarquables en France, et donc on a une vraie compétence. Et puis troisièmement, on a encore des outils industriels de très bon niveau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a énormément d'étrangers qui cherchent à acheter quand même des sociétés françaises. C'est pas par hasard. Ils n'ont pas envie de venir s'installer pour s'amuser. C'est clairement qu'aujourd'hui, il y a encore ces outils industriels et savoir-faire. Bonjour Pierre-Marie Berny. Vous confirmez justement ? Écoutez, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé la semaine dernière au Bourget, au salon du Bourget aéronautique, de regarder la performance, les capacités des industriels. À force d'entendre parler de souveraineté industrielle, on avait presque oublié de la démontrer. Ce qui s'est passé au Bourget, je pense par exemple à l'annonce d'MBDA, de sa capacité à produire 1000 drones suicides par mois. On voit qu'on a encore les savoir-faire, les capacités de cadence industrielle, à condition qu'on veuille bien s'en donner les moyens, et c'est vrai dans beaucoup de domaines. On va regarder d'ailleurs ces atouts, puisque vous les détaillez à travers votre baromètre annuel et votre palmarès de la souveraineté économique. Vous définissez 5 critères pour contribuer, en tout cas pour définir la contribution. 5 critères définissent la contribution des entreprises du CAC 40 à la souveraineté économique de la France. Le premier critère, c'est la force d'innovation technologique. Et là, ce qui se dégage, en tout cas, vous décernez le premier prix à un fleuron industriel, qui n'est pas que français d'ailleurs, qui est européen, qui est Airbus. Tout à fait, Airbus qui est, comme vous l'avez dit, un fleuron européen et qui performe très fort sur l'innovation à travers plusieurs critères, dont un en particulier, c'est le nombre de brevets déposés auprès de l'Office européen des brevets. Notre méthodologie a évolué un petit peu cette année et c'est important parce que la réglementation européenne a introduit la possibilité de déposer maintenant un brevet sur 17 pays européens et bientôt ce sera 25. Ça part d'une très bonne intention. Mais involontairement, ça a ouvert une brèche énorme dans la sécurité de la propriété intellectuelle européenne. Je m'explique. En faisant ça, quand vous déposez un brevet qui a une valeur sur une vingtaine de pays, les puissances extra-européennes, les entreprises issues de ces puissances qui voudraient développer un brevet, les Chinois par exemple, chinois et américaines, qui sont d'ailleurs les premiers déposants de brevets au niveau européen, loin devant les entreprises européennes, ce qui est quand même intéressant. Ces puissances extra-européennes ont saisi très vite la surface d'attaque que ça représentait sur la propriété intellectuelle européenne. Et aujourd'hui, à part quelques boîtes comme Airbus, vous l'avez cité, on pourrait aussi parler de Safran ou de Sanofi, très peu d'entreprises ont pris la mesure de l'attaque qui est en cours à travers le dépôt de ce qu'on appelle des forêts de brevets par des Américains, des Chinois ou des Coréens. Mais en quoi consiste cette attaque, justement ? Ça consiste à mailler d'une myriade de brevets un domaine technologique qui fait que vous, quand vous allez, vous, entreprise française ou européenne, quand vous allez vouloir déposer un brevet auprès de l'OEB, vous allez immédiatement l'Office européen des brevets, vous allez immédiatement être attaqué sur chacun de vos brevets par ces concurrents-là. Et si sanction il y a, alors vous serez sanctionné dans l'ensemble des pays européens et les sanctions financières le seront également. Donc ça va donner lieu à des guérillas économiques de la part d'acteurs extra-européens qui ont très vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de cette évolution réglementaire. Qu'est-ce que offrait comme opportunité justement la réglementation précédente ? Il n'y avait pas de réglementation précédente. La juridiction unifiée du brevet, c'est un serpent de mer qui a été mis en exécution il y a 18 mois. Auparavant, vous étiez obligé, et c'est ce que font encore beaucoup d'entreprises, de déposer des brevets dans chacun des pays européens. Donc c'était plus complexe, c'était plus pénible, et c'est pour simplifier ce processus que l'Europe a réglementé là-dessus. Néanmoins, c'était aussi plus robuste face aux attaques des puissances extra-européennes. C'est un peu un Schengen du brevet, ce que vous êtes en train de me définir. La contribution à la puissance économique constitue votre deuxième critère. Et là, 2 noms s'imposent, Engie et Vinci. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la souveraineté n'est pas que défensive. La souveraineté, il faut avoir quelque chose à défendre, si vous voulez. Et pour avoir quelque chose à défendre, il faut que nos groupes industriels, qui ont toutes les qualités dont on a parlé à l'instant, soient capables de conquérir des marchés à l'international, soient capables d'acquérir, de faire des opérations d'acquisition stratégique à l'étranger. Ce qu'ont réussi Engie et Vinci. Ce qu'ont réussi notamment Engie et Vinci. Engie, acteur majeur dans un domaine critique qui est celui de l'énergie, qui a eu un rôle incontournable au moment de la guerre en Ukraine sur les questions d'approvisionnement en gaz. Vinci aussi qui, cette année, a non seulement racheté un acteur des travaux publics anglais assez connu qui s'appelle FM Conway, mais qui surtout a racheté l'aéroport d'Édimbourg. C'est pas anecdotique, c'est-à-dire que Vinci, notamment via sa branche de concession aéroportuaire, était sur un modèle concessif, d'exploitation d'aéroports. Mais depuis quelque temps, Vinci, à travers l'acquisition de Gatwick, à travers l'acquisition de Belfast, de Budapest, etc., désormais détient des aéroports. Et détenir des infrastructures aussi critiques que des aéroports, c'est une contribution évidente ce qu'on appelle, nous, le hard power français, donc la puissance économique du pays. Il y a un troisième critère, c'est la contribution au rayonnement de la France. Alors là, il y a un fleuron qui qui est un fleuron historique, il le vaut bien, on dirait certains, c'est L'Oréal. Bien sûr. L'Oréal véhicule une excellente image de la France à travers la réputation de cette marque à l'international, à travers ses engagements en faveur des initiatives pour la francophonie notamment, et le sponsoring de partenariats à fort rayonnement. Et aux côtés de L'Oréal, on retrouve, et c'est attendu, un Hermès, un LVMH, mais de manière plus étonnante, on retrouve le groupe Renault. Renault est l'un des groupes qui... dans un domaine vraiment purement industriel, automobile, et l'un des groupes qui véhicule, si j'ose dire, une très très bonne image de la France à l'international. Ça veut dire que tous les secteurs peuvent contribuer au soft power français. Le soft power français, encore, et c'est un quatrième critère que vous définissez, c'est l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Et le vainqueur, là, selon vous, est à chercher du côté de Saint-Quentin en Yvelines, c'est Bouygues, qui cherche des développements internationaux d'ailleurs. Exactement. Bouygues a un modèle intéressant sur le plan de l'indépendance vis-à-vis des puissances étrangères et donc de la résilience. D'abord, Bouygues, c'est une gouvernance, conseil d'administration, comité exécutif, qui est très très majoritairement française. Donc la nationalité des dirigeants compte. C'est un des critères qu'on regarde dans nos paramètres. Bouygues, par ailleurs, a un capital qui est très maîtrisé, avec un actionnaire de référence solide qui permet d'avoir un peu de hauteur de vue et de pouvoir poursuivre une stratégie dans le long terme. C'est un des déficits des entreprises cotées françaises d'avoir un capital assez peu maîtrisé finalement avec peu d'actionnaires de référence. Et là, l'actionnariat familial joue un rôle déterminant, comme on a pu le montrer à travers certaines éditions de ce baromètre. Et par ailleurs, Bouygues marque beaucoup de points sur la partie qu'on appelle contribution à la souveraineté numérique, puisque Bouygues non seulement passe des contrats avec des acteurs français dans ce domaine, mais participe à l'émergence de ce domaine, notamment à travers l'initiative NumSpot, l'initiative de cloud souverain. Alors, on va justement revenir dans un deuxième temps sur le cloud souverain, mais sur Bouygues encore, parce que l'entreprise donc, de 50 ans en Yvelines remplit un autre critère qui est la contribution à la vitalité économique du territoire et à la solidarité nationale. Exactement, parce que parmi tous les critères qu'on regarde, on regarde en détail la capacité de ces grands groupes, qui ne sont que, je veux dire, symboliques de l'industrie française. Ils ne résument évidemment pas à eux seuls l'économie française, mais on regarde leur capacité, par un effet d'entraînement, de travailler avec des PME, dans les territoires français, dans toutes les régions françaises. Et certains groupes, comme le groupe Bouygues, sont bien notés sur ce critère, dans la capacité, la bonne relation, le respect aussi. Ça passe par des délais de paiement, ça passe par des tas de choses. Le respect des fournisseurs et des PME. On parlait des atouts, ça c'est le côté soleil. Il y a un côté ombre, vous dites dans votre baromètre cette année, il manque d'une détermination, d'un cap clair, d'une volonté politique. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce qu'on constate, notamment quand on regarde les chiffres de l'industrialisation, ou devrait-on dire plutôt la désindustrialisation, oui, parce que je pense qu'il y a une dispersion stratégique, notamment avec le plan France 2030 qui veut
tout bien faire sur tous les sujets. Oui, parce que quand même, il y a justement une volonté qui est exprimée, et puis il y a la volonté d'attirer également des capitaux et des capitaux étrangers. Est-ce que la volonté quand même de travailler à l'attractivité de la France ne contribue pas à ce que vous appelez le soft power et le rayonnement de la France, notamment des sommets comme Choose France à Versailles? Je crois qu'il est très positif de chercher à attirer des industriels, quels que soient les secteurs. En revanche, en matière d'économie, l'État peut donner des impulsions, mais ce sont les entreprises qui produisent de la richesse et donc des capacités et donc de la souveraineté économique. Et dans ce domaine-là, l'État a voulu encourager à peu près toutes les filières. Et c'est vrai, en France, on a la chance, comme le rappelait votre invité de l'autre jour, on a la chance d'être bon dans des tas de secteurs. Mais si on veut performer, on doit comprendre qu'aujourd'hui la France est en retrait par rapport à d'autres puissances et choisir quelques axes en misant très fort sur ces axes-là. Or aujourd'hui, on observe nous plutôt une dispersion stratégique. Une dispersion stratégique, c'est-à-dire qu'on cherche à aller dans trop de secteurs, il faudrait se concentrer sur certains secteurs? Non, que l'économie réelle, c'est-à-dire les entrepreneurs, c'est-à-dire l'industrie, décide d'aller couvrir tel ou tel et tel secteur, c'est très bien. Ça, la réalité des marchés fera que les industriels choisiront les bons marchés sur lesquels aller. Je parle de l'intervention de l'État. L'État qui encourage, par différents mécanismes, toute une série de secteurs industriels. Je pense que l'État gagnerait à se concentrer sur quelques secteurs clés. Lesquels, à mon avis, et c'est une évidence, je crois, le domaine de la défense, de l'énergie, et ensuite du numérique à travers le cloud et le quantique notamment. Vous démentez d'ailleurs le discours sur la réindustrialisation. Il y a un schéma qui est très intéressant dans votre rapport cette année, c'est l'entrée et les sorties au sein du CAC 40. Et là, c'est exit l'industrie, bonjour le tertiaire. Pourquoi, selon vous, ça pose un problème? D'abord, encore une fois, le CAC 40 ne résume pas à lui seul toute l'économie française, mais il en est quand même le reflet, le miroir. Donc il est très symbolique. Et c'est vrai qu'il est symbolique de voir quitter, de voir Alcatel par exemple, ou Alstom quitter le CAC 40 pour être remplacé. C'est-à-dire qu'un de ses patrons, Alcatel, avait été l'un des théoriciens de la France sans usine. Donc c'est quand même, au bout d'un moment, on comprend que ce genre d'entité... Une ironie de l'histoire. Sortent effectivement de ce classement. Oui, mais ils sont remplacés par des acteurs qui éditent des tickets restaurants ou qui proposent des nuits d'hôtel, ce qui est très bien en soi. Mais ça dit quelque chose de la réalité de l'économie française qui se désindustrialise à grande vitesse. Ça dit quelque chose, mais en quoi ça pose un problème ? Alors, ça pose un problème en matière de souveraineté. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a un impact évident sur l'emploi. Mais également... C'est-à-dire que le tertiaire n'emploie pas autant que l'industrie ? Non, mais il y a un temps de latence pour la conversion d'emplois industriels en emploi tertiaire. Et qui plus est... Mais moins fort que si c'était l'inverse. Moins fort que c'était l'inverse peut-être. Simplement, pouvoir avoir à la fois des emplois industriels et à la fois des emplois tertiaires, c'est très bon. C'est très bon pour l'emploi. Et par ailleurs, il y a deux autres problèmes. C'est que, vous le savez, l'une des conditions de la survie économique d'un pays et de sa souveraineté économique, c'est d'avoir une balance du commerce extérieur excédentaire. Pardon, c'est un peu un terme compliqué. Ça veut dire on vend plus que ce qu'on achète. Et ça permet d'avoir une économie résiliente et surtout, et c'est à là que je veux en venir, c'est avoir une indépendance vis-à-vis des puissances étrangères en étant indispensable dans les chaînes de valeur économiques. Parce que demain, regardez l'augmentation de la conflictualité au niveau mondial, sur le plan géopolitique, géoéconomique. Demain, est-ce que, face à une conflictualité qui va s'accentuer, est-ce que vous allez répondre avec des tickets restaurants ou est-ce que vous allez répondre avec votre capacité à produire votre énergie, à produire des obus et à produire des moyens de télécommunication? C'est ça dont il s'agit. Vous démentez d'ailleurs le discours sur la réindustrialisation. En 2024, écrivez-vous, puisque ça s'intéressait justement, c'est d'une année à l'autre, la France a enregistré un solde net de création d'usines négatif. Donc il y a 114 ouvertures, mais 119 fermetures. Et vous dites,
C'est une première que vous observez depuis que vous faites ce baromètre. Oui, c'est vrai qu'il y a cette destruction nette d'emplois sur 2024, mais ça vient de plus loin. Ça vient de plus loin, c'est-à-dire que on n'a toujours pas retrouvé aujourd'hui le niveau de production industrielle d'avant Covid. Donc on voit que le discours sur la réindustrialisation, peut-être qu'il est nécessaire, mais aujourd'hui il reste très largement incantatoire. Je vous prends une autre donnée. Depuis 2017, la part de l'emploi industriel en France a baissé de 6%. Et ce n'est pas que sous l'effet de la conjoncture économique mondiale, puisque un voisin transalpin qui est l'Italie, sur la même période, depuis 2017, la part de l'emploi a augmenté de 6%. Donc ça veut bien dire qu'il y a des facteurs qui sont endogènes à l'économie française et aux décisions qui sont prises. Vous dites qu'il y a un moyen, il y a un levier, c'est de flécher l'épargne vers la souveraineté. Ça marche, ça rapporte ? Ça pourrait rapporter, c'est une simulation que nous avons faite. Aujourd'hui, le constat, on parle de deux constats. Le premier, c'est que tout le monde le sait, tout le monde lorgne sur le magot que représente l'épargne des Français. Certains seraient même tentés de l'orienter de manière autoritaire vers certains produits. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre sur le marché libre, donc de proposer librement aux investisseurs qui sont institutionnels ou particuliers d'investir dans un ETF souveraineté. On a fait une simulation en se basant non pas comme les produits qui existent aujourd'hui sur une sélection d'entreprises sous prétexte qu'elles sont dans un secteur jugé stratégique, mais on s'est basé sur les 62 critères qui nous permettent d'évaluer la contribution concrète de certaines entreprises dans différents secteurs à la souveraineté économique française. En faisant ça, on en a fait donc toute une sélection de ceux qui ont performé dans notre baromètre ces 5 dernières années, et on a fait une simulation pour voir ce qu'aurait donné un investissement dans ces entreprises depuis 15 ans. Eh bien, si vous aviez investi, Vincent, 100 € dans ces entreprises il y a 15 ans, aujourd'hui, vous auriez 1500 €. Okay, donc ça veut dire que ça, non seulement ça surperforme de 10 fois le CAC 40, mais aussi le S&P 500 qui est quand même très dynamique, et même le Nasdaq 100 qui est le Nasdaq 1000 pardon, qui est le plus gros succès, l'indice qui a eu le plus gros succès sur les 15 dernières années. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que si on regarde de près les critères de souveraineté d'une entreprise et qu'on met de l'argent dedans, c'est rentable. Et c'est pas très étonnant parce que les critères qu'on regarde sont des critères de résilience, de capacité à mener une stratégie dans le long terme, à ne pas être déstabilisé par des tentatives d'OPA. Il y a toute une série de critères qui permet d'évaluer la force et les capacités d'entreprise pour le long terme. Un autre point d'alerte, c'est la souveraineté numérique dans votre baromètre. Effectivement, il y a un certain nombre d'événements qui viennent de se produire, notamment le secrétariat d'information gouvernementale qui retoque le fabricant français VisiBrain, fabricant de logiciels, au profit d'un Canadien. Oui, d'un Canadien à capitaux américains, à capitaux états-uniens, c'est important de le préciser. Alors oui, c'est un exemple. Il y a eu le Polytechnique qui a shifté en toute discrétion sur Microsoft, sur Office 365 de Microsoft. Mais en quoi ça pose un problème que Polytechnique mette ses messageries sur Microsoft ? Typiquement, dans le contrat qui a été passé, il y a la possibilité vont être mis sur les serveurs de Microsoft des thèses et des travaux de recherche dans le domaine du quantique, dans le domaine de la défense et dans le domaine de l'armement. Et tout ça, du fait de la réglementation extraterritoriale américaine et notamment le Cloud Act, permet aux États-Unis d'accéder à l'ensemble de ces données et croyez-moi, ils ne se priveront pas de le faire. Simplement, ça, ce sont des épiphénomènes. Je me réjouis que la lumière soit mise dessus, mais il ne faut pas oublier que ça fait 30 ans que des entités publiques passent des contrats avec tous les acteurs américains. Aujourd'hui, il faudrait que les acteurs français, l'État, donnent priorité au marché français. Évidemment, c'est une évidence. Nous le réclamons depuis 5 ans à corps et à cri. Ouais. Je me réjouis de voir que certains commencent à le faire. Est-ce que cette idée commence à avancer au sein de l'État ? Commence à avancer. Il semblerait que la Commission européenne veuille passer un contrat avec OVH pour le stockage de ces données. Donc c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. On continuera de suivre ça. Le palmarès de la souveraineté économique du CAC 40, c'est à retrouver sur le site de Vélite Influence. Vous allez voir, c'est absolument passionnant et c'est une manière très originale de regarder l'économie, mais très opérative. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit.